reçoit Arnaud Chiche qui est avec nous, que vous connaissez, qui était venu notamment dans la période de Covid. Vous représentez les médecins. Tout le système de santé. Tout le système de santé. Enfin, ceux qui adhèrent à notre ligne de revendication. Bon. Et vous nous direz vos revendications précisément au moment où on parle avec Thomas Bonnet de ce qui peut se passer ces prochaines heures. Alors, il faudrait faire des efforts, bien sûr. Les 2 jours fériés, personne n'en veut, parce qu'on tape d'abord toujours la même chose, ceux qui bossent. Ah oui. Ceux qui bossent. Alors, ceux qui bossent, voilà. Mais ceux qui bossent pas, on continue d'alimenter de l'argent, etc. Personne ne veut des 2 jours fériés. Non, 84% sont contre, là, selon un sondage du Parisien de ce week-end. Oui, ce qui est plutôt très large rejet. Ce qui est plutôt logique. En jours fériés, on est plus que les autres pays. On est dans la moyenne. Pareil. Si on supprime 2, on serait dans la moyenne très basse de l'Union européenne des jours fériés. Je pense pas que ce soit le sujet numéro 1, comme toujours. C'est-à-dire que c'est le mercurochrome sur la jambe de bois. Pas grand-chose en plus à l'échelle de son. 4 milliards. On cherche 44 milliards, voire plus. Donc, c'est quand même 10% des. Oui, mais c'est juste un impôt en plus, hein. Ça s'appelle un impôt en plus parce que tu. Oui, c'est pas des. Tu bosses plus. Tu payes pour l'État. Tu travailles pour l'État. Tu travailles pour l'État. C'est un impôt. Ça s'appelle un impôt. Bon, mais nous, on en a des solutions, hein. Si vous voulez, parce que dans le plan, aucun mot sur immigration, bien sûr. Non, rien. Le mot immigration n'existe pas. C'est ça. Parce que le problème de l'immigration, c'est pas un problème à côté, c'est le problème central aujourd'hui en France. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer 500 000 personnes, c'est un problème, oui, central. Chaque année. Et ça coûte de l'argent. Donc, il faut en parler. Mais François Bayrou n'en parlera pas. La réforme de l'État aussi. Comment ? Oui, la réduction des dépenses. La réduction des dépenses. Oui. Ah non, mais c'est bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Les aides sociales, les retraites, c'est le premier budget. Bon, écoutez, voyez le sujet de Sarah Fenzari. Qui nous... Alors c'est à 16h aujourd'hui. 16h. Parce que c'est sur... Comme on prend l'antenne à 16h sur Europe 1 pour notre nouvelle émission, je pense que M. Bayrou a voulu peut-être... il a compris que l'actualité était importante à ce moment-là de la journée. Et donc on va l'écouter. Concurrence quand même. Bayrou contre Pro, ça va être intéressant. Oui, bon, en tout cas... Bon, la question c'est qu'est-ce qu'il peut annoncer. On nous dit qu'il y a quand même eu des discussions. Il a vu le président à Brégançon jeudi dernier. Et que de cette discussion est née aussi l'envie de parler aujourd'hui. Donc il y a peut-être des annonces différentes de ce qu'on a vu déjà il y a 6 semaines de sa conférence de presse. L'une des idées qui a avancé ce matin dans le Figaro, que je ne trouve pas totalement inintéressante, c'est celle d'un référendum. Je vous rappelle que le président de la République avait dit « les Français auront à trancher des sujets déterminants ». On n'a toujours pas vu la couleur de... si vous demandez aux gens, tu vas faire un référendum pour demander aux gens s'ils ne veulent pas de jours fériés, ça va être intéressant. Non, mais ça va être intéressant parce que... Olivier de Lagarde. Non. Olivier de Lagarde. Mais je vais vous dire, c'est facile de dire à un sondeur... Effectivement, non, les jours fériés, je m'en fous, etc. Si la question est bien posée, est-ce que vous voulez qu'on réduise la dette de la France à hauteur de 44 milliards en tant que père de famille, vous y réfléchissez quand même à 2 fois. Sauf Olivier de Lagarde, que vous savez que ça ne sert à rien, parce que l'État vit n'importe comment depuis 40 ans, et peut-être davantage, et que les efforts, c'est toujours les mêmes qui les font, c'est-à-dire les salariés. Peut-être, mais le discours... ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, vous avez parfaitement raison. Ceux qui travaillent. On peut considérer François Bayrou comme un moins que rien. Néanmoins, le discours qu'il a depuis qu'il est arrivé à Matignon, il est assez clair quand même là-dessus. Non, parce qu'il ne propose pas les bonnes solutions. Il faut dire... Mais le mot immigration n'est pas venu, Olivier. Il y en a beaucoup de solutions qui sont évoquées. Son idée générale, c'est quand même de dire que tout le monde doit contribuer. Tout le monde doit contribuer aux efforts. Bon, voilà, on est pour... Alors, à quelle hauteur, qu'est-ce qu'on n'actionne plus, Olivier, un étranger qui vient en France a le droit à 1 200 € par mois, comme quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans en fin de vie. C'est essentiel. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas parce qu'on supprimera immédiatement les nouveaux migrants qu'on aura réglé notre problème de déficit. Non, mais c'est un symbole qui sera envoyé. Oui, c'est-à-dire c'est un signal. C'est-à-dire que si tout le monde fait des efforts, il n'y a aucun souci. Mais j'ai vu que le budget de l'AFD, l'Agence française pour le développement, a été considérablement réduit. Grâce à Sarah Knafo qui a mis la lumière sur les agissements de cette agence. Mais vous voulez que ça n'aurait jamais bougé. Mais l'argent qui est donné aux associations par les mairies, est-ce que les Français sont d'accord ? Tous ces argents qui sont donnés à tant d'associations. Ils vont avoir la possibilité, dans quelques mois, de voter justement aux élections municipales, et ils pourront voter contre les maires qui donnent des subventions à des associations. Si je peux me permettre juste... Arnaud Chiche, je rappelle que vous défendez la santé et la médecine. On rappelle votre collectif, comment il s'appelle ? Collectif Santé en danger. Collectif Santé en danger. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, sur les associations, méfiez-vous, parce qu'il y a certaines associations qui portent des projets de recherche,
comme par exemple, je vous donne un exemple, la chorée de Huntington, qui est une maladie dégénérative. Eh ben, en France, c'est les associations qui portent les projets d'amélioration de prise en charge de ces maladies, ce qui est totalement anormal. Hein. Mais alors déjà que si l'État ne le fait pas suffisamment bien et que des associations essaient de prendre le relais, si on coupe les pattes des associations, voilà où je vous dis. C'est un clin d'œil. Bon, François Bayrou. J'ai bien compris, mais c'était. J'ai bien compris. C'est l'association, le LGBT en Bolivie, qui est subventionné. Non, et puis c'est quoi SOS Méditerranée. Voilà, c'est SOS Méditerranée surtout. C'est de ça. C'est tous ceux qui vont perturber l'action de l'État en faisant des listes de procédures dans toutes les autorités administratives qui n'ont aucune légitimité. Aucune. Les autorités indépendantes administratives. Sauf l'ARCOM. Aucune légitimité. Boum. Croix dessus. Aucune. Moi, j'ai pas voté pour une autorité administrative indépendante. Aucune légitimité. Bon, voyez le sujet de Sarah Fernazari sur François Bayrou. Au cœur du dossier, le budget 2026. Objectif affiché, 44 milliards d'euros d'économies sur un an, un chiffre qui crispe et une équation qui divise. Le gouvernement doit reculer, faute de quoi il sera censuré. Le Premier ministre a préparé cette rentrée politique lors d'un dîner avec Emmanuel Macron au fort de Brégançon, où le chef de l'État lui a à nouveau exprimé son soutien. François est mon ami, mon compagnon de route. Il a les capacités pour tenir ce gouvernement qui n'est pas habituel. Mais la France insoumise a fait savoir qu'elle déposerait une motion de censure dès le 23 septembre, à la reprise des débats à l'Assemblée. Le Rassemblement national fait lui aussi planer la menace. Si François Bayrou ne nous entend pas, nous n'aurons pas peur d'appuyer sur le bouton de la censure. En cause, la nouvelle réforme de l'assurance chômage et la suppression de 2 jours fériés. Opposition et syndicats dénoncent déjà une punition généralisée pour les travailleurs et appellent à immobiliser le pays le 10 septembre prochain. Le pari est donc risqué, car entre les menaces de censure et le blocage annoncé, dès la rentrée, François Bayrou joue déjà sa survie politique. Richard Millet est avec nous. Alors vous le connaissez, Richard Millet, il nous a rejoint maintenant il y a pratiquement 2 saisons et il a longtemps été chez Gallimard. C'est un écrivain de très grande qualité. Puis vous avez accompagné beaucoup de prix Goncourt, disons-le. Et puis votre regard nous intéresse parce qu'il peut être différent d'un journaliste ou d'un éditorialiste classique. Vous étiez en dehors de Paris pendant plusieurs semaines. Vous étiez à Dinard, je peux le dire. D'ailleurs, Marine Lançon aussi c'est une ville qu'elle aime beaucoup. C'est toujours intéressant quand on revient de vacances. Parce que vous avez sans doute parlé avec les uns, les autres qui viennent vous voir, puisqu'ils vous ont identifié, ils savent que vous êtes sur notre plateau. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence et de la séquence que nous vivons ? Vous voulez dire ce que vous avez dit depuis le début de ce journal ? Comment dire, d'une manière synthétique, la séquence que nous vivons, tous azimuts, sur l'économie, sur la sécurité, sur la diplomatie, comment vous percevez ce moment avec l'incarnation qui est celle d'Emmanuel Macron ? Il me semble que on s'avance de plus en plus dans ce qui est la non-France, c'est-à-dire le contraire de ce qu'a été la France pendant des siècles. Il me semble que là, on arrive à la fin de cette civilisation qui a été, par exemple, d'autres historiens l'ont dit, le successeur de, comment ça s'appelle, Athènes, vous voyez, Rome et Athènes. Alors, pardon, je suis un peu ému parce que, à force de parler et de réfléchir sur la dégradation de la France, je suis affecté personnellement, je suis extrêmement déprimé. Je le sens en tant qu'écrivain, par exemple, par rapport à la langue, par rapport à l'antisémitisme. Je pensais tout à l'heure, à propos de l'antisémitisme, je ne sais pas combien de juifs s'en vont, quittent la France, mais ça me faisait penser à ce que disait Zweig et ce que disaient des Autrichiens, même catholiques, lorsque dans les années 30, ils voyaient que Schoenberg et d'autres écrivains et artistes juifs quittaient Vienne. Il disait, c'est la culture qui s'en va. C'est pas une culture qui s'en va, c'est la culture qui s'en va. Donc ce sont des choses que je vois aussi constamment aujourd'hui. Par exemple, quand vous voyez Free Palestine tagué sur les murs en France, pourquoi en anglais ? Vous voyez, encore un signe de dégradation. Toutes ces choses-là me font mal, extrêmement mal, et je n'ai plus, me semble-t-il, aucune ressource en moi pour réagir, sauf peut-être ici, ou sauf peut-être dans des écrits qui seront lus par une poignée de gens. Maintenant, les choses techniques de la politique, ça, je ne suis pas très bien placé pour les histoires de budget, tout ça. Je pense que ça serait la même chose, ou à peu près avec d'autres gouvernements, ou à peu près la même chose. Mais est-ce qu'il y a des solutions ? Parce que hier, c'est Eric Nolot, vous étiez avec Eric Nolot, qui disait, c'était très intéressant d'ailleurs, l'émission hier soir,
Eric, il dit c'est foutu. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on soit quand même dans cette couleur-là, parce que si on se disait... Moi, je l'ai dit parfois, d'ailleurs, mais je le retire. Pardon, je vous coupe, Pascal. Du point de vue de la civilisation, c'est foutu. Je pense que vous l'avez vu, cette photo devant le bureau de Trump, c'est un signe que... Voilà. Je pense qu'ils parlaient tous anglais, donc voilà. D'un point de vue technique, il s'agit d'essayer de faire en sorte que nous vivions encore un petit peu correctement. Donc, monsieur, vous parliez peut-être tout à l'heure des déserts médicaux, des choses comme ça. L'exemple que vous preniez à propos de votre beau-fils aussi... Alors, c'était hors antenne. Mais c'est vrai qu'on peut plus redoubler médecine, ce qui est un truc invraisemblable. Vous plongez les parents dans une difficulté. Vous avez un président de la République, on aimerait vraiment l'interpeller. Tu as fait médecine. Tu as validé ton année de médecine. Tu as eu 11,5 durant l'année. Tu ne peux pas redoubler. Tu es obligé d'envoyer tes enfants à Bucarest, à Targoumorès, en Roumanie, pour faire tes études de médecine. Pascal, on est chez les dingues. Et tout le monde est d'accord avec ce que je dis. Le ministre de la Santé, il m'a dit, je suis d'accord. Quand il a dit, c'est ridicule. Monsieur Marty m'a dit, c'est ridicule. Tout le monde trouve que c'est ridicule. Et t'envoies les gosses. Oui, mais quand ça a été en Roumanie, à 3000 km de Paris. Pas qu'en Roumanie, c'est pas aussi au Portugal, en Belgique. Ce pays, on est chez les dingues. Quand ça a été fait, il y a des gens qui se sont opposés. Le collectif Santé en danger s'est opposé à ça et a prévenu. C'est une folie. Le problème, c'est que comme ils changent de ministre de la Santé tous les ans, on a eu des ministres de la Santé, comme Valtou par exemple, qui prétendaient qu'on n'avait plus besoin de médecins, que la médecine dans les déserts médicaux, ça se ferait autrement. Arnaud Chiche. Voilà, alors... Mais monsieur n'a peut-être pas fini, je peux parler. J'ajouterai ce qu'on a entendu ce matin à l'émission précédente de Romain Desarbres, le naufrage absolu de l'enseignement, et là, c'est la... Voilà. Mais j'ai l'impression, parce que j'ai rencontré le ministre de la Santé plusieurs fois, j'ai trouvé formidable ce ministre de la Santé, Neuder. Il est très bon. Franchement, j'ai trouvé très bon, excellent, etc. Lui-même te dit c'est complètement grotesque. Mais moi, j'en ai marre d'avoir des hommes politiques qui me disent hors antenne, ah oui, c'est complètement idiot. Oui. Ah oui, c'est nul. Mais faites quelque chose, bon sang de bois. Il y a un discours qui consiste à dire que plus il y a de médecins, plus il y a de déficit de la sécurité sociale. Oui, alors ça, c'était ça. Donc ça, Arnaud Chiche. C'était ça le problème. Arnaud Chiche. Et je rappelle collectif médecine en danger. Santé en danger. Santé en danger. Ça a été le début d'une équation sur laquelle se sont reposés tous les hauts fonctionnaires en disant on veut pas trop de dépenses en santé, il faut pas trop qu'il y ait d'accès aux soins. Alors là, ils ont bien réussi. Et puis les syndicats de médecins étaient aussi d'accord. C'est un peu le docteur Knock. Mais écoutez, plus il y a de médecins, plus il y a de malades. Il faut qu'on explique un petit peu pour ce qui se passe. Mais les ARS, par exemple, il faudrait les supprimer, les ARS. Les déserts médicaux aujourd'hui, les responsables, c'est pas. Je vais vous répondre. Les déserts médicaux aujourd'hui, vous pouvez pas dire que c'est à cause des syndicats, quoi. Les syndicats, ils défendent leur profession, ils défendent leur rémunération. Ils ont jamais voulu qu'il y ait 10 millions de Français qui n'aient pas d'accès. Non, mais leur mandant leur disait, nous, on souhaite pas qu'il y ait trop de médecins. Oui, mais ça, je veux pas avoir trop de tout à fait. Ce que vous dites est vrai. Arnaud Chiche, les ARS, par exemple, parce que l'administration de la santé, il faudrait les supprimer. Il est très facile de dire qu'il faut supprimer les ARS. Effectivement, les ARS sont une entité administrative dont la mission est de faire descendre le message du ministère. Elles font toutes la même chose, elles ne sont pas coordonnées. Il y a manifestement des économies à faire. Mais il n'y a pas que les ARS, les CPTS, les URTS. C'est quoi, attendez, les CPTS, c'est quoi? Les commissions professionnelles de territoire, des trucs qui ont été créés, du millefeuille administratif. Oui, Pascal, je vais vous répondre. Bayrou, il a annoncé un rabot de 5 milliards sur la santé. Moi, je vous affirme aujourd'hui, sous couvert du rapport de la Cour des comptes, qui date de mai 2025, la Cour des comptes, c'est sérieux. Ça a été, Borloo en a parlé, et l'OCDE a repris ce rapport-là. Le rapport de la Cour des comptes dit que si on améliorait la productivité des fonctions support, autrement dit des non-soignants, 34% en France versus 20% en Allemagne. Alors, ils ne sont pas d'accord sur les chiffres, les administratifs. Les non-soignants, c'est les administratifs. Oui. Donc, on a 34% des gens qui n'ont jamais vu un médecin. Pascal, 18 milliards d'économies par an, on ferait. Donc, Arnaud, des gens qui ne voient jamais un médecin. Oui, Pascal. Et des gens qui demandent, et parfois des gens qui demandent à des médecins ou des infirmiers de remplir des tableaux pour venir alimenter une banque de données. Donc, je répète, si on faisait l'effort. Parce que, qu'est-ce que fait Bayrou et les autres? Bon, moi, je suis un médecin, je ne fais pas de politique, excusez mon propos s'il n'est pas adapté. Avant tout, ils font pas de réforme. Avant tout, ils vont essayer de gratter, pour mon sujet, sur ceux qui soignent. Sauf qu'on est déjà à l'os. On roule déjà sur des jantes. Moi, je suis un bout d'os. Je suis un éclat d'os aujourd'hui.
Mais moi, je vais bien. Je suis anesthésiste réanimateur dans un établissement qui marche bien, qui est privé, non lucratif. De qui je vous parle ? Des enfants qui ont besoin de psychiatrie, c'est impossible de s'occuper d'eux. Les IME, les CMP, ils sont saccagés. En psychiatrie, il n'y a plus que des intérimaires. Allez demander à un psychiatre si un psychiatre intérimaire, il peut travailler. Ben évidemment non, quand il faut prendre la responsabilité de traitements lourds. La protection à l'enfance, vous voulez qu'on en parle ? Il y a des centaines de signalements faits à la protection de l'enfance, donc en fait, tout le monde est à l'os, on ne peut pas traiter. Donc il y a des enfants qui sont en danger. Je pourrais vous parler des soins palliatifs, je pourrais vous parler des officines de pharmacie. Parce que dans l'esprit de tout le monde, les pharmaciens, c'est quand même un peu les nantis, un peu les gens assez bien installés. Sauf en fait, Pascal et chers invités, vous savez, les pharmacies, c'est aujourd'hui le premier barrage au désert médical. Oui, parce que dans une pharmacie, on se fait vacciner, on a un avis médical du pharmacien qui a l'habitude, et on a même des cabines de téléconsultation. Avec le rabot qui est fait sur les pharmacies, les annonces qui sont faites, il y a des pharmacies qui vont fermer, il y a des femmes surtout qui vont se retrouver au chômage, qui sont aujourd'hui préparatrices de pharmacie. Mais ça passe comme une lettre à la poste. Donc, on est à l'os, mais le peu qui reste, on est en train de le détruire. Bon, restez avec nous, évidemment, parce que on est à l'os, mais on est à l'os partout. On est à l'os. Il y aurait un magistrat qui serait sur ce plateau, il dirait la même chose que vous. D'ailleurs, il vous salue. Il est là. Laurent Sebag. Oui, mais vous n'êtes plus magistrat. Vous le fûtes. Quand même garder une mémoire. Ah oui, bah, je suis ce qui se passe. Oui, bah vous avez vu, bon, vous êtes bien, hein. J'ai pas dit que vous étiez deux, j'ai pas fait mes blagues de garçon de bain. Voilà, j'ai été bon. Bon, non, mais ce que disait tout à l'heure était saisissant, Richard Millet, ce que vous disiez, c'est pour ça que c'est bien que vous soyez là régulièrement avec nous, parce que ce que vous dites, ce sont des choses qu'on n'entend pas exactement de la même manière, qu'on n'entend pas du tout d'ailleurs sur des plateaux de télévision où c'est un rapport à la fois d'émotion et de sentiment sur la France d'aujourd'hui. Et je partage votre constat, parce qu'au fond, tout ça nous fait de la peine. C'est ça la réalité. Et on parlera tout à l'heure avec Anissa Haddadi, qui était en Corse, parce que je suis resté en Corse, j'ai fait un papier dans le journal du dimanche, et Anissa, je lui demanderai de me redire ce qu'elle m'a dit. Elle est restée 20 jours en Corse, et je lui demanderai de me dire ce qu'elle m'a dit tout à l'heure hors antenne, parce que c'est passionnant. Alors, pour terminer sur François Bayrou, les jours fériés, bon, on a vu, 84% sont en compte, mais il y a ce journée de blocage, mais bon, les mouvements sociaux, c'est jamais en septembre, hein. Dans l'histoire c'est jamais arrivé. Donc ça peut arriver, mais c'est jamais en septembre. Et puis surtout là, c'est récupéré par les filles, et ça peut servir, ça peut être un repoussoir. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui ont initié le mouvement, vous savez, c'est les Nicolas qui payent, c'est-à-dire ceux qui estiment qu'on fait reposer toujours sur les mêmes les efforts. Bon, là, ils voient que le mouvement il est récupéré par les syndicats, par l'extrême gauche, donc autant dire qu'il. Et oui, parce que le problème, c'est que l'espace médiatique est mangé par l'extrême gauche, qui ne représente pas grand monde par rapport au reste de la population. Mais le président Macron, il a bien compris ça. En fait, ça l'aide. Tout ça l'aide. C'est-à-dire que il a été élu par tellement de facteurs parfois contradictoires, mais qui paradoxalement l'ont aidé. Et ça l'aide beaucoup. Parce que les filles ne représentent pas... mais il dicte aujourd'hui la politique à gauche. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Ouais, ça devient un mouvement politique alors que c'était un mouvement qui était plutôt... Clémence Guettet, écoutez Clémence Guettet d'LFI qui s'est exprimée ce matin. Il s'agit de bloquer le pays parce que le seul rapport de force que peuvent comprendre les macronistes aujourd'hui, et le président de la République en premier, c'est le rapport de force économique. Il faut leur montrer que cette inégalité du partage des richesses, ça n'est pas possible. Qui produit la richesse de ce pays ? Ce sont les travailleurs. Donc ce mercredi-là, nous disons, c'est aux syndicats de le faire, de convoquer évidemment leurs troupes, de leur dire de se mobiliser, mais nous leur disons, venez en appui de cette riposte populaire qui s'organise. C'est un mouvement spontané. Ce sont des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit, ils ont l'air moins pressés que vous, les syndicats, à soutenir ce mouvement. Ils ont dit, par exemple, Sophie Binet dit c'est un mouvement nébuleux, ce blocage du 10 septembre. La CGT a appelé à soutenir le mouvement du 10 septembre, notamment certaines fédérations de la CGT. C'est le cas aussi de Force Ouvrière. Ils veulent se voir d'abord. Et vous le savez, ils en discutent la semaine prochaine. Des électeurs d'LFI, c'est pas forcément les artisans, ceux qui travaillent, etc. C'est une autre sociologie. C'est parfois des professeurs, parfois des intellectuels, parfois des écrivains, parfois des artistes, parfois des journalistes, etc. Mais c'est une autre sociologie. C'est pas du tout la même. Et eux, ils veulent le chaos. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas contents de la société d'aujourd'hui, mais ils veulent créer une nouvelle nomenclature.
Parce qu'ils sont en échec bien souvent. Et les Gilets jaunes ont commencé à périr quand l'extrême gauche est entrée dans les cortèges et a récupéré le mouvement. Donc voilà, ça a dit beaucoup aussi de ce mouvement. Et donc le 10, vous verrez, il n'y aura pas grand-chose, parce qu'à chaque fois, ils sont montés au créneau pour qu'il y ait quelque chose, mais à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose. Alors peut-être de la violence, ça c'est parti. Donc oui, ça ils savent. C'est le pari de Jean-Luc Mélenchon qui a choisi ces journalistes. D'ailleurs, tous les journalistes... Il va tout de suite discréditer le mouvement. Ça va être... Il y a un autre mouvement dont je voudrais vous parler aujourd'hui et surtout solliciter les Français, c'est le 4 octobre. Parce que tous les soignants de ce pays se mobilisent, ça fait 3 mois qu'on s'organise, toutes les professions, que ce soit à l'hôpital, dans la clinique, en ville, pour faire une grande marche blanche dans Paris, le 4 octobre, pour dire aux Français qu'on exige une sanctuarisation des budgets pour faire de la santé publique dans ce pays. Cette marche blanche est ouverte à tous. Elle démarre du Panthéon à 14h. Et ça, c'est fondamental. Alors, il y a quand même des choses qui marchent bien dans l'hôpital. Et pour être au contact de gens qui ont souffert ou qui souffrent notamment d'un cancer, ils sont aujourd'hui soignés assez remarquablement, voire très remarquablement en France. Et il faut le dire, notamment à l'hôpital Pompidou, mais dans beaucoup d'hôpitaux. Parce que ça, manifestement, et tous sortent de l'hôpital en disant c'est formidable, la qualité des soignants, la qualité de l'accueil, etc. Et la compétence des médecins. Pascal, si je peux, c'est vrai ce que vous... Oui. Très court. Encore faut-il pouvoir être certain qu'on aura toujours les meilleurs traitements, les meilleures chimiothérapies, les meilleures immunothérapies. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples où en fait on changeait de traitement en cours de route, j'ai eu le cas dans ma famille, parce que telle immunothérapie devient trop chère et on va la remplacer par une autre. Donc ce que vous dites est vrai, les soignants eux feront toujours le maximum, parce que c'est notre vocation et on n'est pas là pour faire de la politique. Thomas Hill. À 9h52, je vous coupe, je suis désolé de couper régulièrement les gens. Alors, l'année dernière, on faisait ce petit passage d'antenne à 9h25 qui avait fait la joie des internautes qui reprennent parfois nos séquences, mais des auditeurs, des téléspectateurs. Et Thomas Hill est là.